Le journal de Télémiroir en ce mercredi 2 décembre, c'est avec Pierre-Paul Castelli ce soir. Bonsoir Pierre-Paul. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et puis à la une de l'actualité nîmoise, un retour sur le débat sur l'identité nationale évoqué aujourd'hui par le préfet du Gard, Hugues Bouzige. Nous évoquerons également la création du premier village éco-énergie à l'initiative de la section nîmoise de l'association professionnelle pour la formation des adultes. Et puis nous reviendrons sur la 16e journée du championnat de France de Ligue 2 avec Arles qui rit et Nîmes qui pleure. Toute l'actualité, c'est avec Pierre-Paul Castelli. Le grand débat sur l'identité nationale, on en parle dans les médias un peu, on en parle au café, pas beaucoup. L'État veut favoriser la prise de parole du public. Le préfet du Gard a présenté cet après-midi le programme dans son département. Alain Bello. 4 dates ont été retenues sur le Gard pour le grand débat sur l'identité nationale. Les Gardois pourront s'exprimer sur que signifie en ce début du XXIe siècle être français. C'est un miracle que la France, historiquement, ce qui fait que tiennent ensemble des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Alsaciens, les territoires d'outre-mer, tout ça a constitué une nation. On voit bien que toute une série de particularités qui faisaient le français sont en train de s'estomper. Il y a des apports culturels étrangers forts qui sont dans notre pays, il y a des références à d'autres cultures. Nous sommes dans un monde multiculturel de plus en plus, ce qui n'était pas le cas de la France il y a 100 ans. Il est normal que nous nous interrogions sur ce que nous partageons, ce que nous avons de commun et le monde vers lequel nous voulons aller ensemble. Le Gard a plusieurs composantes. Il y a une composante catholique, une composante protestante. Il y a les Cévennes, les Cévenols qui ont leur histoire, leur identité. Il y a les Camarguais. Il y a les personnes qui ont vécu toute leur vie sur les bords du Rhône, qui ont une culture différente de ceux qui vivent en montagne. Et par conséquent, c'est intéressant aussi de savoir ce qui fait tenir les Gardois ensemble. Est-ce que c'est parce qu'ils sont français qu'ils sont ensemble ? Sans doute, naturellement, bien entendu. Mais c'est intéressant parce que, précisément, nous sommes dans un département où on a l'habitude de vivre ensemble, malgré des différences que ne vivent pas d'autres départements. De ces 4 rendez-vous, un bilan sera réalisé. Mais vous pouvez aussi apporter votre contribution sur le site internet. Tous les débats seront clos le 31 janvier 2010. Une synthèse sera présentée le 4 février et clôturera le grand débat sur l'identité nationale. Et Christophe, on va apporter notre petite contribution à ce débat sur l'identité nationale. Est-ce que vous savez la phrase que Fernand Braudel, le grand historien, a mis en exergue de son grand ouvrage justement qui s'appelle « L'identité de la France » ? Je vous sens très affûté sur le coup. Oui, j'ai préparé forcément. C'est une phrase de son maître Lucien Febvre et ça dit que la France se nomme diversité. Ça va, non ? 4 syllabes, c'est pas mal. Ça vous va ? C'est bien. J'enchaîne avec Sylvain Pastor, le conseiller régional vert, insiste sur la voie judiciaire. Il a déposé une nouvelle plainte devant le procureur de Nîmes, c'était hier. Une plainte contre X pour dénoncer la délégation de service public des arènes de Nîmes à la société Simon Casas Productions pour la période 2006-2009. Pour Sylvain Pastor, Simon Casas aurait en 2008 sous-traité une partie des spectacles proposés, contrevenant au cahier des charges imposé par la mairie. Une sous-traitance à une société espagnole dont il détiendrait des parts. De son côté, Simon Casas réfute ces accusations de sous-traitance. Sylvain Pastor reproche également à la mairie de Nîmes de ne pas avoir fait respecter la loi. Ce sont les termes du conseiller régional. Vous voulez créer une petite entreprise, avez-vous pensé au microcrédit promu en France par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Cette formule permet à des personnes en difficulté financière de monter tout de même leur projet. L'ADI a désormais une agence à Nîmes. Un lieu entièrement consacré à l'univers de Bollywood, le Hollywood indien, c'est la boutique que Rachid Alfred vient d'ouvrir rue Nationale avec le soutien de sa famille et d'une association spécialisée dans le microcrédit. On vient de créer cette entreprise qui est aujourd'hui à Nîmes grâce à nos voisins qui sont l'ADI et qui nous ont prêté et aidé en fonction de, je dirais, termes financiers et aide au soutien de notre activité. Et ces aides nous ont permis en fait de gérer notre propre budget et de créer cette structure qui est juste derrière vous. L'ADI a prêté 2 000 € sur ce dossier. L'Association pour le droit à l'initiative économique s'est fait une spécialité d'accueillir des porteurs de projets
délaissés par le système bancaire classique. C'est du microcrédit, donc pour toutes les personnes qui veulent monter leur boîte et qui n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est principalement des clients bénéficiaires de minima sociaux, donc souvent, mais on reçoit vraiment tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire parce qu'elles sont fichées, parce qu'elles sont interdites bancaires, parce qu'elles sont allocataires du RSA, parce qu'elles sont au chômage. Voilà. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Ouverte depuis quelques mois, l'agence nîmoise de l'ADI a déjà soutenu une trentaine de dossiers. Pour son inauguration, ce 2 décembre, elle accueillait la fondatrice et présidente de l'ADI, Maria Novak. Le microcrédit, c'est une formule importée des pays en voie de développement. Oui, c'est vrai. Il y a 20 ans, nous avons effectivement adapté à la France l'approche de la Grameen Bank. Mais tout compte fait, à l'heure actuelle, alors que la France se désindustrialise quand même depuis 30 ans et que les services se développent, je pense que c'est une formule tout aussi adaptée à une économie post-industrielle. En 2009, l'ADI aura financé plus de 15 000 prêts au niveau national. Son implantation à Nîmes a reçu le soutien du Conseil général du Gard et de la région Languedoc-Roussillon. Et après nous avoir éclairé en termes d'identité nationale, Pierre-Paul, vous allez nous éclairer sur la notion de village éco-énergie. Absolument, je vais m'y efforcer avec Frédéric Siller. L'AFPA, l'Association nationale de formation professionnelle des adultes, se doit d'adapter ses formations à la demande des entreprises et les métiers du bâtiment intègrent de plus en plus ces technologies économes en énergie, d'où la création du village éco-énergie à l'AFPA de Nîmes. Frédéric Siller. L'AFPA Languedoc-Roussillon inaugure le premier village éco-énergie au campus de formation de Nîmes. Aujourd'hui, différents types d'installations concernant les énergies renouvelables y ont été présentés, comme les écomatériaux, les pompes à chaleur, les énergies solaires photovoltaïques, la géothermie et l'aérothermie. Des domaines tous très différents, mais qui au bout du compte se rapprochent du concept du développement durable. Un secteur qui s'adresse à de multiples corps de métier. Au niveau des étudiants, nous avons différents corps de métiers qui interviennent. Ce sont donc des électriciens, des plombiers chauffagistes, des maçons. En majorité, c'est les 3 corps de métiers qui sont pris en charge dans ce cadre des énergies renouvelables. Entre 100 et 150 stagiaires ont commencé à être formés à ces nouvelles technologies qui ne font pas appel à la création de nouvelles professions comme on pourrait le penser. Les énergies renouvelables ne sont pas de nouveaux métiers, ce sont de nouvelles compétences. Par contre, pour pouvoir exercer ces nouveaux métiers, il faut que les salariés ou futurs salariés aient obligatoirement ces nouvelles compétences. Sinon, ils ne peuvent pas travailler dans ce métier-là. Aujourd'hui en plein essor, le secteur des énergies renouvelables attire. Mais faut-il déjà pratiquer une profession dans ce domaine pour prétendre à une formation? Pas du tout, j'étais agent SNCF, donc c'est une reconversion. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Participe à plein de choses. On a un chantier grandeur nature qui s'est effectué quand on est arrivé, donc c'est parfait. Là, on est rentré en formation le 31 août et ça fait 3 mois qu'on commence à découvrir le métier. Donc on a commencé à réaliser l'installation, on a participé à raccorder ces 3 ballons d'eau chaude reliés en série avec la chaudière d'appoint qui est là-bas et qui est reliée aux panneaux solaires sur la terrasse. Autre milieu bousculé par le développement durable, les métiers du bâtiment. Là encore, l'AFPA propose des ouvrages pédagogiques présentant de nouveaux matériaux destinés à la construction de l'habitation. Les gens sont assez demandeurs de matériaux qui soient naturels, confortables aussi. Hein, donc pour la construction, puisque les gens se rendent compte quand même qu'il y a eu la construction il y a 10-15 ans déjà, est déjà dépassée au niveau de ce que les gens attendent, disons, du confort d'aujourd'hui. En partie financé par la région Languedoc-Roussillon, le village éco-énergie jouera donc le rôle de pilote au niveau national. Et on a relevé l'absence de Georges Frêche qui était prévu pour ces 2 inaugurations. Georges Frêche restait à Montpellier pour une bonne raison, la signature du protocole avec le préfet Ballan et Jean-Paul Fournier, sénateur-maire de Nîmes et président de l'agglomération Nîmes Métropole. Un protocole sur le financement de la ligne TGV de contournement Nîmes-Montpellier. Alors on parle de beaucoup de millions d'euros, 30 millions d'euros pour l'agglomération de Nîmes, 30 millions également pour le Conseil général du Gard. Il y a d'autres collectivités territoriales de la région qui financent, 340 millions pour la région Languedoc-Roussillon, pour un financement global d'1,6 milliard d'euros qui comprend donc bien sûr l'apport de Réseau Ferré de France et de la SNCF. Début des travaux 2010, livraison de cette nouvelle ligne 2015, 13 000 emplois
sont prévus, dont 5000 emplois directs. Gros chantier en perspective dans la région. Et on va dire un mot d'économie, Pierre-Paul, avec ce concours lancé dans les départements du Gard et de la Lozère en vue du développement de nouveaux projets technologiques. InnovUp, c'est le booster des projets innovants. En cette édition, le concours d'idées a déjà récompensé 30 lauréats et accompagné la création de 22 entreprises. Alix Reynalter, son directeur, nous présente l'édition 2009-2010 de ce concours. Créateurs d'entreprises, porteurs de projets, inventeurs, à vos claviers. InnovUp lance son 7e concours d'idées innovantes à compter de ce mardi 1er décembre. Cette année, c'est encore, comme l'année dernière, un concours d'idées innovantes qui s'adresse donc à des gens qui ont des idées de produits innovants ou des idées de création d'entreprises innovantes. Organisé tous les 2 ans, InnovUp privilégie certains secteurs d'activité à forte teneur en technologie. InnovUp est au sein de l'école des mines d'Alès, donc on s'appuie sur les axes de recherche de l'école des mines d'Alès et plus les filières des territoires en fait. C'est un concours qui est, je dirais, qui s'adresse au Gard et à la Lozère. Donc c'est un concours qui est axé sur bien tout ce qui est mécatronique, tout ce qui est électronique, informatique, les matériaux, la biotechnologie et la santé, tout ce qui est domotique appliqué aux personnes âgées. Les lauréats reçoivent jusqu'à 5 000 € de prix chacun, mais surtout ils bénéficient de formation et d'un accompagnement dans le développement de leur projet. C'est l'expérience qu'a vécue Julien Martin, un des lauréats 2008. Le produit, comme ça sera un appareil électronique de mesure et d'analyse de la performance chez le nageur, ça s'apparente finalement à un cardiofréquencemètre, un petit peu comme on peut voir en course à pied. Dans un premier temps, ça m'a permis de rentrer à l'incubateur d'InnovUp. Donc ils m'ont mis à disposition des locaux qui m'ont permis de travailler plus confortablement que si j'avais dû travailler chez moi. Ils m'ont aussi permis d'avoir un réseau, notamment la plateforme mécatronique et LGI2P. Donc un an plus tard, j'en suis à valider le marché et à faire le premier prototype. Pour déposer un dossier, vous pouvez télécharger le règlement sur www.innovup.com. Vous avez jusqu'au 28 février 2010. Nous avons reçu hier soir cette information de la préfecture du Gard. Nouvelle fermeture d'école, c'est celle de Puech-Cabrier à Beaucaire pour suspicion de cas groupés de la grippe A. 63 enfants étaient absents sur 172 élèves. L'école est fermée pour une semaine. Elle devrait réouvrir mardi matin 8 décembre prochain. Et puis le CHU de Nîmes s'organise pour accélérer les vaccinations. L'ensemble des étudiants en médecine et des internes en médecine du CHU ont été conviés à une réunion d'information et ils participeront à cette vaccination de façon à pouvoir élargir les plages horaires de vaccination. Et on va enchaîner, Pierre-Paul, avec l'actualité sportive. Et je le disais en introduction à ce journal, défaite d'un côté pour le Nîmes Olympique, mais victoire pour Arles-Avignon. 16e journée de ce championnat de Ligue 2. On va tout de suite vous montrer, alors je ne sais pas, on va voir les images de la victoire ou les images de la défaite. On va laisser le choix, l'image de la défaite de Nîmes Olympique en déplacement hier à Angers. Nîmes Olympique 20 points, les Angevins étaient derrière au classement. Mais cette affaire s'est plutôt pas très bien déroulée pour les Nîmois avec beaucoup d'occasions angevines, notamment en première mi-temps. Mais c'est en deuxième mi-temps que les Angevins vont concrétiser. Voilà, on va voir ce dégagement, même si ça s'est beaucoup bataillé. Voilà, là ça passera à côté pour cette occasion nîmoise. Il y a eu beaucoup d'actions au cours de cette rencontre. Pierre-Paul, Nicolas Puydebois a été mis à rude contribution tout au long de la partie et a signé plusieurs arrêts décisifs tout au long. Heureusement qu'ils ont été maladroits, les attaquants angevins, 0-0 à la mi-temps. Donc on vous le disait, avec beaucoup d'occasions, surtout du côté angevin. Mais domination territoriale sur un terrain très gras et très difficile à jouer pour les Nîmois qui désormais sont habitués au billard des Costiers. Hein. Et les Nîmois n'ont pas pu totalement aussi développer leur jeu au cours de cette rencontre. On voit ici le pressing angevin avec cette très belle parade de Nicolas Puydebois. Nicolas, décidément, qui fait des gros matchs comme vendredi soir dernier au Costières, même si ça s'était terminé avec un score très lourd contre les Nîmois. Et là, donc, c'est un déboulé sur la droite. Avec un problème de marquage au départ. Qui ne rate pas l'occasion. Anthony Modeste qui marque beaucoup de buts d'irréalisation cette saison pour le buteur
du SCO d'Angers. Voilà, 1-0, score final. Il y aura encore quelques occasions nîmoises, mais qui ne donneront rien en fin de match. Après cette deuxième défaite consécutive, donc les Nîmois sont à la 13e place, égalité tout de même avec Châteauroux 9e. On va regarder d'autres images également hier soir. C'était plus près de nous à Avignon avec les Arléos avignonnais qui recevaient Metz. Attention, Metz sur le podium, 3e. Metz, ancienne équipe de Ligue 1. Et puis ça se passe comme ça se passe finalement assez habituellement du côté du Parc des Sports avignonnais. 10e minute, Benjamin Psaume dans la profondeur pour Kaba Diawara. Et celui-là ne rate pas son duel. Voilà, décidément, Benjamin Psaume qui doit remonter encore dans le classement des passeurs. Passeur décisif. Et Kaba Diawara qui avait été titularisé d'entrée de jeu par Michel Esteban qui garde toujours un sens du but très incisif, Pierre-Paul. Voilà, Kaba Diawara, 1-0 à la 11e minute. Il y aura un petit peu plus tard en deuxième mi-temps, vers la 70e, ce moment très chaud. Voilà, ballon récupéré par Thomas Ayas et hop, qui glisse sur Dalé. Dalé qui ne rate pas l'occasion d'enfoncer le clou. Deuxième but, 2-0. Et là, on va fêter selon ce geste. Là, ça doit vous rappeler quelque chose. On fête le bébé de Essor. Un des joueurs donc d'Arles Avignon. Allez, on le revoit pour le plaisir. Les Messins revendiqueront un hors-jeu, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un petit hors-jeu au fond là-bas, mais un joueur qui ne fait pas action de jeu. Je pense que c'est Kaba Diawara qui était. Est-ce qu'on vous a préparé les tableaux ? Une fois, deux fois, je vois que ça s'agite en régie. Voilà l'ensemble des résultats. La victoire de Caen, c'était lundi soir. Strasbourg avec un S, tiens, pourquoi pas, inventons un S à Strasbourg. Après tout, ils sont nombreux, les Strasbourgeois. Remonte dans les 5 dernières minutes le but d'écart avec Bastia. 2-1 pour Strasbourg. Prochain adversaire des Nîmois. Nantes a pris un carton, certes à l'extérieur, à Sedan, mais Sedan, c'est pas non plus un foot de guerre cette saison. Nantes, c'est le prochain adversaire d'Arles-Avignon. Ce sera un match décalé lundi. On regarde ce que ça donne au classement. Au classement avec Arles-Avignon qui remonte sur le podium. 27 points, Nîmes 13e. Et je vous l'ai dit, attention, ils sont à égalité avec Châteauroux 9e. Châteauroux qui a bien redressé la barre. Strasbourg, Istres et Bastia ferment la marche. Et des Canaries en plein doute après cette nouvelle défaite et une victoire qui fait du bien aux Arlésiens après la déconvenue guingampaise. Et le score fleuve encaissé par les hommes de Michel Esteban la semaine dernière. Il y a un très beau match également à Guingamp. Oui, match plein de la part des deux équipes. Allez, on va enchaîner avec notre rubrique traditionnelle du mercredi, à savoir le portrait d'entreprise, qui va s'intéresser aujourd'hui à une bijouterie de l'Écusson nîmois qui a intégré et reçu le label de la dynastie artisanale du département du Gard. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour, je me présente, je suis Sylvie Andrieux, je suis directrice de la bijouterie Andrieux. Celui qui l'a créé, c'est mon papa, en fait. Il a commencé par faire l'apprentissage sur Nice, dans un grand atelier qui travaillait à l'époque pour Van Cleef & Arpels. Donc il avait les meilleures bases. Voilà. Alors moi j'ai pris la relève, en fait j'hésitais entre deux choses, carrément une carrière sportive ou la bijouterie, et comme le sport ne pouvait pas me faire vivre, j'ai fait les deux. Et petit à petit, j'ai carrément basculé dans la bijouterie. Donc papa est axé dans tout ce qui est création, il a repris aussi les copies des bijoux anciens, on fait croix huguenote, croix provençale, croix Camargue, il est très réputé pour ça. Tous les bijoux provençaux, la collection des vendanges que vous avez regardé un petit peu tout à l'heure. Alors ce qui nous différencie des grandes surfaces dans ce qu'on fabrique, nous, c'est tous les bijoux régionaux
qui eux ne les intéressent pas, puisque eux c'est à grande échelle et que ces articles-là sont diffusés que localement. Hein. Donc tout ce qui est Croix Camargue, Trident, là on fait des grasilles pour certaines manades, qu'est-ce que je pourrais vous dire, tout ce qui est tauromachie, là, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il a fait. Quand vous regardez le détail d'un bijou, chez nous le bijou est très très détaillé, vous allez le prendre à l'endroit, à l'envers, il est aussi bien fini. Papa a 82 ans, je crois, et il continue à se perfectionner. Maintenant, il s'est mis à l'anglais parce qu'il y a des méthodes d'anglaise pour les nouvelles machines, tout ça. Il est toujours en train de progresser. Et sa connaissance des pierres, de tout, c'est un savoir qui